Alors, il faut composer avec la technique, hein, c'est très important. Donc, je disais, donc il s'installe en 1990 à Amsterdam, aux Pays-Bas, où il enseigne pendant plusieurs années l'économie puis les sciences de l'environnement à l'université. Il fait un passage à la DG 12 de la Commission européenne à Bruxelles. Il passe ensuite 3 ans en Angleterre, à Cambridge, puis York, où il est chercheur en économétrie. Il revient à Amsterdam en 2000 pour y enseigner la littérature française. En 2020, il rentre au Maroc pour enseigner à l'université de Benguir. Fouad Laroui a été membre de la commission du nouveau modèle de développement, la commission Ben Moussa, ainsi que du High Level Group qui conseille la directrice générale de l'UNESCO. Parallèlement à sa carrière d'enseignant, Fouad Laroui se consacre à l'écriture. Il a publié une dizaine de romans, dont Une année chez les Français, plusieurs recueils de nouvelles, 2 livres pour enfants et des essais, dont celui-ci de l'islamisme en 2006 et le drame linguistique marocain en 2010. Il a reçu plus d'une vingtaine de prix littéraires, dont le prix Grand Atlas, le prix Albert Camus, le prix de la Nouvelle Société des gens de lettres, le prix Goncourt de la Nouvelle et la grande médaille de la francophonie de l'Académie française. Donc plusieurs fois décoré. Paul Laroui, donc nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous allez partager avec nous des souvenirs d'enfance, que l'on retrouve d'ailleurs parsemés dans vos écrits, aussi bien vos romans que vos nouvelles. Et puis c'est une façon aussi de partager avec tout le monde ici présent votre mémoire personnelle de l'enfance que vous avez eue dans votre ville d'El Jadida, une ville qui, et c'est bien normal, à l'instar de beaucoup de villes dans le monde, change avec le temps, subit des mutations. Donc voilà, c'est un peu votre intervention, votre partage de souvenirs et puis le confronter aussi au regard des autres. Donc M. Laroui va prendre la parole pendant à peu près une demi-heure. On a de la flexibilité puisqu'il n'y a personne après nous, donc on a le temps. Et ensuite, évidemment, vous serez invité à interagir avec lui. Bienvenue, à vous. Merci. Effectivement, ça coupe. Ça marche, mais ça coupe. Ça marche, mais ça coupe. Je vais essayer de faire toute une phrase qui coupe pas. Il faut que je tienne ça comme ça. J'ai l'air d'un extraterrestre avec un truc comme ça devant moi. En tout cas, ça coupe tout le temps. Vous m'entendez vraiment? Ça coupe pas? Merci en tout cas pour... Merci pour votre présence ici. Vraiment, non, ça coupe. Il vaut mieux prendre l'autre micro, non? Ou alors on se tait tous. C'est bon? Non, ça marche toujours. C'est bon? Bon, écoutez, merci en tout cas d'être là, tous. J'ai fait beaucoup de salons au cours des 20 dernières années. Et c'est l'un des salons les plus riches. Ça marche pas, hein? Donne-moi c'est mieux, donne-moi le micro que... En fait, je le fais exprès parce que je ne sais pas quoi dire, donc je fais semblant de... je gagne du temps, tu vois. J'ai une demi-heure à faire semblant. Oh, ça marche pas. C'est mieux encore. C'est pas grave. Faut juste essayer d'enlever ce truc-là. Il est rentré sous ma chemise. Il fonctionne celui-là? On m'entend? Allez-y. Il faut juste le tirer comme ça. Celui-là? On va y arriver. Bon, deuxième. J'espère que cette fois-ci on va y arriver. Comme je disais, merci d'être là. C'est un salon très riche et très intéressant. On écoute le professeur. D'accord? Et c'est un salon riche et intéressant. C'est l'un des plus riches, les plus intéressants que je connaisse au monde. C'est aussi l'un des plus dangereux. Parce que tout à l'heure, en arrivant ici, j'ai trébuché sur le trottoir et j'ai pris un coup sur la tête. J'ai pris un coup ici et j'ai la hanche qui s'est déglinguée. Donc tout à l'heure, je vais aller en clinique faire une radio. Donc d'un côté, je suis content d'être là. De l'autre, c'est pas évident. Alors, moi, quand on m'avait invité à venir ici vous parler, on m'avait dit que je devais faire un cours sur Marcel Proust.
Donc pendant 1 heure, j'ai travaillé sur Marcel Proust et j'ai dit, me semble-t-il, des choses extrêmement intéressantes. Et ensuite, quand je suis arrivé, mon cher ami ici présent m'a dit, il y a une erreur de communication, il ne faut pas parler de Marcel Proust, mais d'El Jadida. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Vous êtes d'accord? Quoi? C'est pas la même chose, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes. Pour ce qui est d'El Jadida, alors l'UNESCO fait un travail formidable, comme vous le savez, dans la préservation du patrimoine. Si vous voulez savoir quelque chose sur El Jadida, il y a 2 personnes. L'une s'appelle Mustafa Jmahri, qui a écrit une 30aine de livres sur El Jadida, qui sait tout. Et puis il y a un archéologue qui s'appelle Chebri, peut-être que vous l'avez rencontré, qui sait tout de l'histoire archéologique d'El Jadida. Donc moi, je vais plutôt vous parler d'El Jadida de mon enfance. Et j'ai pris quelques notes ici. D'abord, il faut dire que El Jadida est un nom paradoxal, parce que cette ville n'est pas nouvelle. Elle s'appelle Jadida, mais c'est un peu bizarre. On devrait peut-être changer de nom un jour pour cette université. Cette université, tu vois, je suis tombé sur la tête. Il y a tous les mots qui se mélangent. Il faudrait changer de nom parce que je me souviens un jour, j'étais à Khribga, je travaillais à Khribga et on a organisé un festival du film. Et c'est Moulay Ahmed Al-Alaoui qui était venu inaugurer. Et dans son discours, il avait dit nous sommes aujourd'hui à Khribga, et il s'est arrêté net. Il s'est tourné vers le gouverneur et il lui a dit Khribga, pourquoi cette ville s'appelle-t-elle Khribiqa? Ça n'a pas de sens, il faut changer son nom tout de suite. Le gouverneur était blanc, était rouge, était vert. Je ne veux pas faire comme Moulay Ahmed Al-Alaoui, mais je pense qu'il est temps de changer le nom d'El Jadida. On pourrait l'appeler l'Idrissiya, par exemple, pour faire référence au premier souverain de l'histoire du pays, mais pour faire peut-être aussi référence à Driss Shraibi, qui est né en 1926 à Jdida. Maintenant, si je vous pose une question, il est né où exactement à Jdida? Pour les gens qui connaissent Jdida, il me dit je sais où il est parce qu'il y a une grande plaque de marbre comme ça. Il y a écrit en 1926, notre grand écrivain Driss Shraibi est né là. Mais quand vous regardez ce que c'est un mur. Est-ce qu'il est né dans un mur? Comme les Jnoun. C'est les Jnoun qui naissent dans les murs en général. Mais ça, c'est quand même un grand écrivain. Et en fait, un jour, j'étais chez lui à Drôme, dans la Crèce, Crèce dans la Drôme. C'est toujours ma tête qui... c'est les chocs. J'étais chez lui à Crèce dans la Drôme. Je lui ai dit, écoute Driss, tu ne peux pas être né dans un mur. C'est dans la cité portugaise. Il dit non, mais le jour où ils ont voulu m'honorer, le tkrim, je suis sorti avec un employé de la municipalité de Jdida pour lui montrer la maison où j'étais né, pour mettre la plaque. Ils avaient déjà fait la plaque. Et on a marché pendant des heures et je ne me souvenais plus du tout d'où j'étais né. D'ailleurs, je vous mets au défi de me dire, est-ce que vous vous souvenez d'où vous êtes né? Généralement, on a à peu près un jour. Quand on est né, on ne se souvient plus d'où. En tout cas, il me dit, à un moment, il faisait chaud et il y avait de la poussière, j'en avais marre et j'ai dit, je suis né là. Et je vous assure que c'est authentique. Si vous allez à Jdida, vous rentrez dans la cité portugaise, la porte principale, juste avant la citerne portugaise, juste avant, il y a la plaque. Et bien, regardez s'il y a une maison. Il n'y a pas de maison, il y a juste un mur. Malgré ça, on pardonne à Driss Shraibi, un très grand écrivain, qui est une de nos gloires locales. Mais il n'y a pas que lui. Vous savez que Abdelkrim El-Khatibi est né aussi à Jdida. On a eu quand même pas mal de gens d'un très haut niveau. Ben, mon oncle, oui, Abdallah, plutôt d'Azmour d'ailleurs, juste à côté. Mais c'est peut-être l'air marin qui crée des intellectuels à Jdida. L'air marin, je me souviens alors, je viens d'écrire un livre qui est peut-être sur les stands de Langage du Sud, sur la Tbourida. Et c'est un éditeur qui fait des très beaux livres qui s'appelle Langage du Sud, qui m'a demandé de faire le texte. Je ne connaissais pas grand-chose à la Tbourida, mais j'ai des souvenirs d'enfance. Quand j'étais petit, j'allais à Moulay Abdallah et on regardait... je ne comprenais rien à ce qui se passait. Pourquoi? Parce que j'étais ou de la mission. Je ne parlais pas un mot, ni de Darija, ni de français, ni rien du tout. J'étais à l'école Charcot, mais j'allais avec ma famille
avec mes cousins plutôt, on allait passer 2-3 jours sous la tente à Moulay. Je ne comprenais rien. Et je voyais juste des beaux chevaux, c'est vrai. Je voyais une toilette le matin des chevaux. Je voyais un type, je ne sais pas si vous savez cela, est-ce que vous avez déjà vu dans une Tbourida, il y a un type qui arrive, un vieux bonhomme généralement, qui prend une cruche d'eau et qui met l'eau sur sa tête et qui casse la cruche sur sa tête. Madame, vous avez ça? Vous savez, quand j'étais petit, je croyais que c'était juste un fou. Et quand même, c'était un fou répétitif, si on ose dire, parce qu'après chaque Tbourida, il se cassait la cruche. Et en écrivant le livre sur la Tbourida, je me suis aperçu que ça faisait partie du rituel. Il y a une raison particulière. Donc là, il faut se procurer mon livre pour voir ce que c'est. Il y avait ce qu'on appelle le mazan, la chèvre. Alors quand ils font la petite troupe qui s'appelle Serba, alors ils mettent le plus jeune, le plus à l'extrémité, les jeunes, parce qu'il y a le mqaddam au centre et celui qui est au bout, ça s'appelle le mazan. Alors je ne comprenais pas pourquoi. Quand j'étais petit, je prenais tout au sérieux. Et je disais, c'est quoi le mazan? On me disait la chèvre. Et donc je regardais, je voyais toujours un bonhomme qui n'avait pas l'air d'une chèvre. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Il a fallu 30 ans plus tard que j'écrive le livre sur la Tbourida pour comprendre pourquoi il y a quelqu'un qui s'appelle le mazan dans le Serba. Et je ne vous dirai pas pourquoi, comme ça vous êtes obligés maintenant d'aller sur le stand de Langage du Sud pour acheter le livre, pour avoir ça. Alors, j'ai découvert plein de choses extrêmement intéressantes sur la Tbourida, c'est ça dans le livre. Dans mon souvenir, bonjour madame, dans mes souvenirs sur El Jadida, il y a ce qu'on appelle le plateau. Est-ce qu'il y a des gens d'El Jadida ici? Quelques-uns quand même? Bon, il y a ce qu'on appelle le plateau, c'est là qu'habitaient les Français en général, c'est là qu'il y avait l'école française. Et nous, on habitait dans les quartiers populaires, un quartier qui s'appelait Boucherit d'ailleurs. Et tous les matins, il fallait monter pour aller vers le plateau où se trouvait l'école française. Et c'était assez symbolique finalement. C'est-à-dire on devait monter, il fallait faire un effort pour aller chercher la science, pour prendre la science de chez les Français. Mais dernièrement, j'ai vu que le plateau est devenu entièrement marocain. C'est une évolution d'El Jadida. C'est-à-dire que dans mon enfance, le plateau, c'était tous des Français. Maintenant, les choses ont changé, puisque ce sont des gens assez aisés généralement, mais ce sont des Marocains qui habitent sur le plateau. Et donc ça, c'est une des évolutions qu'on a remarquées sur El Jadida. Il y a le théâtre municipal qui m'a valu un grand problème. J'espère qu'on n'est pas enregistré, sinon je ne pourrais pas raconter une anecdote. C'est même en direct? Oh, je ne peux pas raconter ça. Ok, je vais... Non, mais alors je vais mettre des pseudonymes, je ne vais pas dire qui c'est. Non, mais un jour... Non, mais écoutez, c'est une histoire dingue. Un jour, j'étais avec le directeur de l'Institut français et avec un grand philosophe marocain qui s'appelle Ali Ben Makhlouf et avec 2 autres personnes. Et en fait, on se promenait et on arrive à côté du théâtre municipal et là sort un metteur en scène marocain, dont évidemment je ne vais pas donner le nom puisqu'on est en direct, qui se précipite sur moi, qui m'embrasse sur les 2 joues, qui me dit « Fouad, comme c'est gentil de venir à ma pièce de théâtre ». Alors que nous, en fait, on passait par là par hasard, on ne savait même pas qu'il y avait une pièce de théâtre. Welekin, nous sommes marocains. Donc on a fait semblant d'être venu pour sa pièce. Bon, on rentre dans la salle, il y avait de l'obscurité totale. Donc on rentre dans la salle, on se met quelque part. C'est le moment où mon micro ne marche plus, c'est le moment le plus intéressant. Donc on se met dans la salle, dans l'obscurité. Problème, donc la pièce commence et alors c'est le fameux metteur en scène qui est en train de saboter mon histoire. Le même. Parce que l'histoire va mal tourner pour lui. Non, le problème, nous, pourquoi est-ce qu'on passait devant le théâtre municipal? C'est pour aller dîner. On avait réservé dans un restaurant, on allait dîner avec le directeur de l'Institut français, avec le philosophe, on était 6. Donc on s'est mis dans l'ombre. Quand la pièce a commencé, on n'a rien compris, parce que c'est le genre de metteur en scène qui fait des trucs incompréhensibles. Et au bout de 15-20 minutes, le directeur de l'Institut français nous chuchote « Les gars, on nous attend au restaurant ». Donc nous, on sort discrètement dans le noir. Ce qu'on n'avait pas compris, c'est qu'on était les seuls spectateurs. Il n'y avait que nous.
quand les lumières se sont allumées, le metteur en scène voit que la salle est absolument vide. Il n'y a plus personne. Depuis, il me poursuit d'une haine incroyable. Dès qu'il a l'occasion de publier quelque chose pour dire du mal de moi, il le fait. Mais ce n'est pas de ma faute. Moi, j'y peux rien. Je faisais que passer par là. Littéralement, que passer par là. Donc ça, c'est le souvenir du théâtre municipal. J'en ai d'autres. C'est la première fois que j'ai vu une pièce de théâtre parce qu'on emmenait les petits élèves de l'école Charcot, on les emmenait au théâtre. J'ai vu quelques classiques du théâtre français. Mais ce qui me reste le plus, c'est cette anecdote-là. Il y avait aussi le cinéma de Madame Dufour. Ça s'appelait Paris Ciné. Mais comme la propriétaire s'appelait Madame Dufour, on disait le cinéma de Madame Dufour. Et j'ai de grands souvenirs là-bas. C'est toute la culture cinématographique d'un enfant. Vous savez, les enfants, quand ils regardent des films de cow-boys, quand ils sortent de la salle, ils ont les jambes arquées. Ils marchent comme les cow-boys. Mais il y a quelques mois, j'ai remarqué quelque chose dans mon enfance, quelque chose d'extraordinaire sur le cinéma de Madame Dufour. C'est qu'il y a une mode qui a commencé à se propager. Les gens, les spectateurs, commençaient à sortir toujours avant la fin du film. Alors il faut comprendre pourquoi. Donc généralement, il y a un film, disons que c'est un film de Hitchcock. Donc on se demande qui a commis le crime. D'accord ? Donc un gars, un jour, s'est levé 10 minutes avant la fin du film et il s'est levé de façon à ce que tout le monde le voit. Et il a pris une pause avantageuse et il a dit « J'ai compris qui est le meurtre ». Et il est sorti en claquant des talons. La fois d'après, de nouveau un film mystérieux avec un meurtre. Le même gars était dans la salle. 2 autres se lèvent un quart d'heure avant la fin du film. Genre, j'ai compris, on est plus intelligent que toi. Et c'est devenu une mode au cinéma de Madame Dufour. À la fin, c'est devenu absurde. Dès que le film commence, des gens se lèvent, comme ceux qui sont sortis là. On les a vus partir. Parce qu'ils ont dit, j'ai compris ce que M. Laroui va raconter, je l'ai compris. Je suis plus intelligent que vous. Vous êtes bêtes. Vous restez jusqu'à la fin pour savoir ce qu'il va raconter. Nous, on a compris. Et finalement, le comble du comble, c'était réellement de voir des gens qui, dès que le film commence, ils se lèvent, alors que l'intrigue n'a même pas encore commencé. Bon, ça me faisait rire. C'est les choses qui me font rire. Souvenir déjà, j'ai noté un, parce que je croyais parler de Marcel Proust. L'histoire du dauphin, c'est une histoire dingue et que j'ai racontée dans une de mes nouvelles, qui est une histoire absolument authentique. Donc je devais avoir 6 ans, 7 ans, et un jour, il y a un dauphin qui s'est échoué sur la plage d'El Jadida. Un très beau dauphin. Et là, on est arrivé, il y avait plein de monde, 20, 30, et on regardait, mais c'est une très belle bête, vous savez, les dauphins, et en plus, c'était vraiment un grand dauphin. Et là, il était échoué sur la plage, et on ne savait pas quoi faire. Alors, il y a des gens qui disaient, bon, on va appeler les pompiers, on ne savait pas. Et puis, il y avait un gars, ce qu'on appelle en bon marocain, beau gosse, avec le maillot, le slip là, de bain, avec les muscles, qui s'appelait Abd Samad. Et ce Abd Samad arrive en courant et il dit à tout le monde, écartez-vous, écartez-vous. Alors nous, on s'écarte parce qu'on dit Abd Samad, il sait, il a la solution, il va sauver le dauphin. Écartez-vous, prend la pause. À l'époque, il n'y avait pas de selfie, sinon il aurait pris un selfie avec le dauphin. Mais le pire, c'est qu'il sort, il sort un couteau. Abd Samad sort un couteau et tue le dauphin. On est d'accord, c'est horrible. Mais ça, c'est le premier chapitre. Attendez le deuxième chapitre. Ne sortez pas en me disant parce qu'il y a un chapitre. Il y a un deuxième chapitre. Donc, Abd Samad tue le dauphin, genre j'ai tué le monstre. Or, il n'y a rien de plus placide, de plus sympa qu'un dauphin. Jamais un dauphin n'a fait de mal à des êtres humains. Mais Abd Samad, c'était l'occasion de briller auprès des filles. Regardez Abd Samad, le héros qui tue le monstre. Alors, j'avais 8-9 ans, je suis parti en pleurant chez moi. Et 2 ans après, c'est incroyable cette histoire. Moi qui suis absolument purement rationaliste à 100%, parfois je finis par croire à des effets surnaturels. 2 ans après, j'étais avec mon frère sur le quai du port de Jdida et nous regardions les pêcheurs. Les pêcheurs arrivaient et ils jettent les cajots de poissons sur le quai. Or, quand un poisson tombe du cajot, ça appartient à tout le monde. Et il y avait des gens, des garçons qui attendaient là, et quand un poisson tombe du cajot, ils plongent,
Ils ramassent le poisson et ils le vendent directement. C'était une des traditions du port de Jdida. L'un de ces garçons, c'était le fameux Abd Samad. Et il était debout. Et alors, le premier cajot arrive, le gars lance le cajot, un poisson tombe, Abd Samad prend de nouveau la pose et oum, il plonge pour chercher le poisson. Il n'est jamais remonté. Il n'est jamais remonté. Et les gens sont affolés, etc. Bon, après, on l'a repêché, il était noyé, etc. Bon, c'est une histoire un peu dure. Mais quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, le dauphin ou le frère du dauphin s'est vengé. Tu vois. Et c'est une histoire absolument authentique. Je l'ai raconté dans un de mes... C'est les souvenirs d'enfance, hein, dans un de mes bouquins. Il y a aussi une chose à laquelle j'avais assisté, que je trouvais très amusante. Bonjour, ça va? Elle fait un travail formidable avec les enfants de Salé. Je la dénonce, Fedoua. Une autre histoire que j'aime bien et dont je n'ai compris l'intérêt que 30 ans plus tard. Un jour, je suis allé à Jdida et il y avait un marché où il y avait des marchands de pastèques. Et à l'époque, il y avait énormément, on n'était pas comme maintenant 5 ans de sécheresse, il y avait énormément de pastèques. Alors, on arrive avec mon frère Youssef à la fin du marché. Marché, les gens qui devaient acheter des pastèques ont acheté des pastèques et les marchands de pastèques avaient des résidus, il restait encore des pastèques. Et ils devaient s'en aller, la nuit tombait. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une bataille de pastèques. C'est-à-dire ils ont commencé à s'envoyer, à se taper dessus. Et comme c'était le soleil tombé, c'était le crépuscule, moi j'étais petit, et je voyais des ombres gigantesques, parce que j'étais tout petit, qui se bombardaient à coups de pastèques, et les pastèques explosaient. C'était comme quelque chose de, d'apocalyptique. Et ça m'avait beaucoup frappé. Et puis des années plus tard, j'ai fait des études d'économie, et pour faire mon doctorat en économie, je me suis intéressé à toutes les théories. Et je suis tombé sur la théorie de Joseph Schumpeter, qui est un grand penseur de l'économie, qui a lancé l'idée, qui a introduit l'idée en économie de ce qu'on appelle la destruction créatrice, Schumpeter. Et il disait finalement, le capitalisme marche comme cela, c'est-à-dire il y a tout à coup une innovation qui fait qu'on détruit une bonne partie du capital qui pourtant fonctionne, hein, parce qu'il y a une innovation qui va faire encore plus avancer les choses. Par exemple, maintenant, on va détruire les usines qui font des voitures à moteur thermique, puisqu'on va passer à l'électrique. Donc, c'est ce qu'on appelle la destruction créatrice de Schumpeter. Et quand le prof, c'était à Paris, en DEA d'économie, nous a parlé, et il me regarde, parce que j'étais en train de rire. Et il me dit, Monsieur Laroui, vous riez pourquoi? On est en train de faire un cours très sérieux. On parle de Joseph Schumpeter, on parle d'économie. J'ai dit, moi, ça me rappelle les pastèques. J'ai dit, comment ça vous rappelle les pastèques? Et je lui dis, parce que 30 ans après, j'ai compris la destruction créatrice, parce qu'ils se détruisent les pastèques, parce que le lendemain, ils vont faire croître d'autres fruits qui vont venir vendre, etc. Heureusement, c'était un homme qui s'appelait Ignacy Jacques, un grand théoricien de l'économie qui avait le sens de l'humour. Et il a consenti à rire. Mais ça me faisait rire tout ça. Mon enfance. Alors j'étais sur le stand tout à l'heure et j'étais à côté de l'écrivaine Fedoua Misk, qui est très talentueuse, une dame très talentueuse. Et je lui ai dit, écoute, c'est dingue parce que je pensais que j'allais parler de Marcel Proust et maintenant j'apprends que je vais parler de Jdida. Qu'est-ce que je dois dire? Et elle me dit cette phrase, tu dois parler de Jdida? Je lui dis oui. Elle me dit, tu es déjà allé au Brésil? Quoi? Et au moment où je voulais lui demander, mais de quoi il s'agit exactement? Il y a son chéri qui est arrivé, et il l'a emmené sur sa Vespa, ils ont quitté le salon dans le soleil couchant, et j'ai jamais compris. Donc moi je vous pose la question, je suis arrivé à la fin de mon exposé, quel est le rapport entre parler d'El Jdida et tu es déjà allé au Brésil? Est-ce que vous savez, vous? Parce que moi je sais pas. Monsieur, quelqu'un sait? Venez ici. Non, mais venez ici, je veux absolument que vous veniez ici parce que je veux pas mourir idiot. Quel est le rapport entre tu es déjà allé au Brésil? Une fois, oui. D'accord, mais quel est le rapport? Alors, ce que je sais, c'est qu'il y a des habitants de Jdida, de Mazagan, qui étaient d'origine portugaise, qui fuient pour aller au Brésil, qui ne voulaient pas. Ils ne se sentaient pas portugais, ils se sentaient des habitants de Mazagan, et ils ont fondé une ville au Brésil qui s'appelle Mazagao, qui existe encore aujourd'hui. On applaudit Hatim.
Vous savez pourquoi Fedwa Misk m'a dit tu es allé au Brésil? Parce qu'il y a des gens à El Jadida qui à un certain moment ont dû quitter El Jadida. Je vous raconte ce qu'il m'a dit. Merci Atif. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Je dois encore dire une chose, c'est que, ah bon, écoute, on est entre nous, on est entre amis, donc je vais être très très franc. Quand j'étais petit, je disais, on me coupe, dès que je dis je vais être franc, on me coupe le micro parce qu'il ne faut pas être franc. Je vais être franc. Quand j'étais petit, Jdida était une ville très propre, une ville fleurie, une ville... Malheureusement, maintenant, je ne sais pas si vous êtes allé récemment, c'est devenu une ville sale. C'est une ville avec partout des immondices. Je vous assure, ça crève le cœur. J'ai enterré ma mère. Il y a 2 ans, ma mère est morte du Covid. Et quand on est allé, je vous assure, ça me fait mal au cœur. C'est pour ça que je veux le dire, parce qu'il faut alerter les... On est allé enterrer ma mère au cimetière. Je vous jure que le cimetière est une... C'est une décharge publique. Et on passait à côté des ordures et des plastiques, etc. pour enterrer un être humain. Je suis désolé de finir sur une note aussi, mais en tant que Jdidi, ça me fait mal au cœur et c'est quelque chose qui voudrait changer. Aussi bien pour Jdida que pour Azmour d'ailleurs. Quand je viens dans une ville comme Rabat, qui est belle, qui est verte, qui est propre, je lui dis « Jdida et Azmour, pourquoi vous ne faites pas pour nous ce que vous faites pour votre jolie ville, Rabati ?» Voilà, merci à tous. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va avoir une séance d'échange avec Laroui, si vous le souhaitez. Si la technique ne peut pas faire, je voudrais lui poser une question. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un voudrait lui poser une question? Je ne peux pas croire qu'après ce qu'il a dit, on ne veuille pas en savoir plus ou on ne veuille pas le titiller sur quelque chose. Merci d'avoir partagé toutes ces histoires. J'ai une idée sur l'origine du nom Jdida. Est-ce que vous pouvez donner votre version? Merci. Celle que j'ai, je pense que l'avoir lue, c'est que quand un roi alaouite a libéré Mazagan de la main des Portugais, il a décidé, et il se trouve que cette vieille ville a été détruite suite à au siège et à la guerre. Par la suite, il a décidé de reconstruire El Jadida, et donc il l'a appelé El Jadida, la neuve. Oui, merci, ça doit être la bonne explication, mais ça reste quand même paradoxal, parce que cette ville existe depuis pratiquement, je ne sais plus, vraiment des centenaires. En tout cas, les Portugais sont arrivés au XVe siècle à El Jadida. Ça fait maintenant 600 ans. Et déjà, il y avait probablement déjà... Donc, il est temps de changer le nom. On va faire une campagne pour changer le nom. Bonjour. Il y a une question ici. Bonjour. Êtes-vous nostalgique en racontant vos souvenirs d'enfance? Oui, tu as raison. De toute façon, on est toujours nostalgique de son enfance. Crois-moi, tu ne vas pas y échapper. Tu seras aussi nostalgique de ton enfance. Mais ce qui est extraordinaire dans la nostalgie vis-à-vis de l'enfance, c'est qu'on regrette même les choses qu'on n'avait même pas appréciées. C'est-à-dire des choses qu'on n'aimait pas. On devient nostalgique de choses qu'en fait, on n'aimait pas du tout. Par exemple, j'habitais dans un quartier populaire, en fait. Et il y a beaucoup de choses qui me déplaisaient. Il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de poussière, beaucoup de choses comme ça. Et sur le moment, ça me déplaisait énormément d'habiter dans ce quartier populaire. Mais pourtant, maintenant, quand je retourne dans ce... il y a une espèce de phénomène bizarre dans la tête. J'ai la nostalgie de certains moments passés là. Dernièrement, j'ai revu deux amis d'enfance et qui venaient à chaque fois échanger des bandes dessinées avec moi. Et ce qu'ils m'ont dit,
Et c'est beau d'une certaine façon. C'est qu'eux, ils habitaient loin d'El Jaïda. Ils n'habitaient même pas El Jaïda. Mais ils faisaient des kilomètres et des kilomètres à pied pour venir échanger des bandes dessinées. Mais en fait, ils m'ont dit c'était un prétexte. Ce n'était pas les bandes dessinées qui nous intéressaient. On voulait pratiquer notre français. Parce qu'ils étaient à l'école publique, ils avaient des cours de français, mais ils habitaient en dehors d'El Jaïda. Ils n'avaient aucune occasion. À l'époque, il n'y avait ni Internet, ils n'avaient ni télé, ni radio, ni rien. Donc leur seule possibilité de pratiquer le français, de venir parler avec moi. Et donc parfois, on parlait pendant 1 heure. Et les deux sont devenus professeurs de français. Tu vois, ça me fait plaisir. Donc il y a aussi la nostalgie de ces moments dont on comprenait parfois même pas le sens. Et maintenant, le sens est révélé. Et donc ça donne quelque chose d'encore plus important à ces petits faits de la vie quotidienne de l'enfance. J'ai gardé aussi autre chose de mon enfance, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de choses qu'on mangeait qui ne me plaisaient pas, vraiment. Je me souviens jamais du nom en arabe du fenugrec. Le fenugrec, c'est le helba. Non mais attendez, c'est incroyable ce truc-là. Je vais raconter l'histoire de helba. Mais moi, quand je rentrais de l'école Charcot, et au bout de la rue, j'étais même pas arrivé à la maison, je sentais l'odeur de helba, je me mettais à pleurer de rage et de désespoir parce que je détestais l'espèce de pain perdu avec le helba, l'horreur absolue pour moi. J'entrais gna gna. La dernière fois, je suis allé chez des gens très bien qui ne me veulent que du bien, c'était pas. Et pour une raison qui m'étonne, il y avait helba. Et du coup, j'ai trouvé ça bon parce que ça me rappelait mon enfance. Ben, vous voyez, on finit par parler de Proust. Parce que c'est un peu la Madeleine, la Madeleine de Proust. Ma Madeleine de Proust, c'est le helba. C'est possible aussi. La cannelle. Sur Sfa. Mais aujourd'hui, voilà. Hein, c'est dingue. Bonjour, ravi de vous retrouver. Mais c'était justement ça ma question. Quelle est votre Madeleine de Proust? Voilà, justement, c'est le bain. Voilà, merci. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite? Oui. Non. Non. Je voulais vous voir en personne. C'est un peu... ça m'a choqué un petit peu. Alors, vous avez parlé de la force destructive, mais dans le sens de la création. Et ça me rappelle une citation de Nietzsche que Hermann Hesse avait recitée dans son livre des Miennes. C'était un truc du genre de regarder un mur plein de... Je me rappelle plus. Un mur... je me rappelle plus. Un mur plein de salive, peut-être de crachats. Et c'est un peu dégoûtant, mais c'est cette force destructive dans le sens de la création. C'était aussi cité dans observer par exemple le feu ou bien les nuages. C'est des idées abstraites, mais pourtant on leur donne un sens. Et pour moi, cette bataille de Bastek, ça serait pas... Pastèque, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Non, la bataille de Pastèque ne serait-ce pas une image de la ville en elle-même? Une destruction, mais qui a un sens de créativité. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais merci beaucoup. Merci. Non, mais vous avez absolument raison. Quand petit, bon, c'est vraiment au moment où j'ai assisté à cette bataille de Pastèque, j'avais 8 ans, 9 ans. Réellement, je ne comprenais rien. Mais maintenant, avec le temps qui passe, j'ai compris effectivement. Bon, c'est avec le prof d'économie, on a un peu rigolé. Et j'ai compris. Hello. Je raconte l'anecdote. Viens, fais le tour. Non, mais ça, c'est extraordinaire parce que je fais une parenthèse parce que c'est la dame qui vient d'arriver. C'est toute une anecdote avec moi. Rabia al-Gherbaoui, elle s'appelle. Non, il faut que je la raconte avant qu'elle arrive. Salut. Hey, je vais raconter l'histoire de Rabia al-Gherbaoui. Si, parce que ces gens-là ne connaissent pas cette histoire. Bonjour. Un jour, je donne... Non, mais cette histoire, puisqu'on parle d'El Jaïda. Souvenir d'El Jaïda. Ben ouais, c'est ce que je te dis. Vous arrivez un peu tard, parce qu'on a déjà évoqué millions de choses.
On a évoqué le foot, on a évoqué le halba. Je vais raconter l'histoire de cette dame. Un jour, je donne une conférence. Je parle aux seules personnes sérieuses qui sont là, qui me regardent. Un jour, je donnais une conférence, je dis là, dans un centre de formation. Je suis très bien reçu, les gens sont très sympathiques, donc je fais ma conférence. Et ensuite, il y a un pot, c'est normal, et il y a tous les professeurs qui sont alignés, comme ça. Et le doyen me présente les profs l'un après l'autre. Bonjour, ça va, Kidé, Lebes, bonjour, ça va. Et là, il y a une très belle femme, grande, aux yeux verts, comme ça, qui me dit bonjour Fouad, comme si on s'était quitté la veille. Je ne connais pas cette dame. Je lui dis, je lui dis, qui es-tu? Comment, pourquoi? Elle me dit, je suis ta future épouse. Je te jure, c'est pas une blague. Et elle me dit, je lui dis quoi? Je lui dis, attends, je finis la brochette de salam alek. Salam, rapidement, du coup, je fais zzz. Non, parce qu'en plus, j'étais même pas marié, je vais rien regarder. Et tout à coup, une grande belle femme qui te tombe comme ça en te disant, je suis ta future épouse, là, c'est un rêve. Je dis, viens. Donc, on s'isole dans un coin, je lui offre du thé, tout de suite galant, gentleman, thé, etc. Je dis, qu'est-ce que c'est cette histoire? Elle me dit, écoute, ta maman est Souéria, ce qui est vrai. Ma maman est Souéria. Et en tant que juge Souériyat al-Jadida, elles se sont retrouvées, elles ont créé une amitié, elles étaient toujours ensemble. Et quand toi, tu as disparu en Europe pendant des années, ta mère disait toujours à ma mère, tu me jures, tu laisses Rabia pour Fouad, tu la donnes à personne. Rabia, elle a été demandée 82 fois en mariage. Ajdida. Et à chaque fois, elle disait, je peux pas, je suis fiancée avec Fouad Laroui. Fouad Laroui, Amsterdam, n'avait aucune idée qu'il était fiancé. Et maintenant, on est devenus les meilleurs amis du monde. On applaudit cette histoire romantique. Oui. Ah oui, j'ai oublié un détail extraordinaire. En plus, cette Rabia, qui est docteur en littérature francophone, elle a fait sa thèse sur qui? Donc, elle a passé 4-5 ans avec moi sans que je le sache. Elle est en train de lire mes bouquins. Elle a écrit une thèse très bien. Elle a eu la félicitation du jury, machin, etc. Mais quand même, c'est une drôle d'histoire. C'est une drôle d'histoire. Non, c'est un mariage totalement platonique, au contraire. Moi, j'étais à Amsterdam, elle était à Casa avec des lunettes en train de travailler sur sa thèse. Il n'y a rien de plus platonique que ça. Enfin, c'est une belle histoire. Ouais. Je pense qu'on ne va pas s'arrêter en si long chemin. Encore un peu de temps. Profitons-en. Si quelqu'un veut dire quelque chose. Une question? Vous voulez réagir à ce qui vient? Alors, attendez. Non seulement on souhaiterait que vous réagissiez. Si, attendez. Ici, on est à l'UNESCO. Il y a la liberté d'expression et le droit à la parole. Donc, vous avez le droit de répondre et d'en rajouter, si vous voulez. Allez-y. Alors, déjà, je te demande comment vas-tu? Ouais, est-ce que tout va bien? Mais oui, mais justement, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que j'ai remarqué que tu es blessé. Non, mais j'arrivais par là, il y a un écrivain qui est jamais... Ça va, la belle Salik. En tout cas, on est très heureux d'être là. En fait, on est 3 chercheurs, docteurs donc en littérature, et nous avons travaillé les 3 sur Fouad Laroui, chacun donc une perspective donnée. Personnellement, j'ai travaillé sur l'individu donc chez Fouad Laroui, la notion philosophique de l'individu chez Fouad Laroui. Mon ami docteur Qaderi a travaillé sur la réécriture de l'histoire. Et mon ami docteur Ahmed Houdzi a travaillé sur l'hybridité chez Fouad Laroui. Donc, on est ici, club Fouad Laroui. Voilà. Et effectivement, ma question, il va sortir, il va émerger de nos 3 thèses. Hybridité, histoire, individu. Comment Fouad Laroui, justement, écrit autour de toutes ces notions
et comment il essaie en fait de créer des jonctions autour de l'histoire, parce que généralement on trouve des auteurs qui s'intéressent pratiquement, spécialement, exclusivement à l'histoire ou à une notion donnée. Or, Fouad Laroui écrit sur plusieurs notions. Et ces notions qui sont, bon, pour le moment on parle d'hybridité, notamment individu, mais je sais que Fouad Laroui a écrit sur la Taborida également. Il a écrit sur plusieurs, voilà. Donc comment Fouad Laroui se situe par rapport, voilà. Très bien. Alors, avant de lui donner, je tiens à... Tout était en... C'est totalement... Merci mon ex-future épouse pour cette question parfaitement. Alors, histoire, hybridité, individu. Mais franchement, bravo, parce que vous avez tout compris. Alors, pourquoi histoire? Parce que bon, j'ai un oncle, Abdallah Al-Haroui, qui est notre plus grand historien. Et j'ai toujours lu les livres d'Abdallah Al-Haroui, mais j'ai remarqué un détail en lisant très jeune, j'avais lu son histoire du Maghreb. Et j'avais remarqué un détail intéressant que peu de gens ont remarqué. Le nombre de fois où Abdallah Al-Haroui dit « je ne sais pas ». Nous ne savons pas. Donc il parle par exemple d'une époque entre, je sais pas, les Saadiens, et il dit, bon, c'est une époque trouble avec l'anarchie obscure. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas, nous ne savons pas. Ce qui dénote une grande honnêteté intellectuelle, bien sûr. Mais qui veut dire quoi? Que lorsque les historiens nous racontent avec beaucoup d'aplomb tout ce qui se passe, c'est que généralement, ils racontent des histoires. D'accord? Ils remplissent les trous. Or ça, c'est le rôle de l'écrivain, de remplir les trous. Et d'autre part, quand j'ai commencé à faire des études d'économie, un de mes professeurs m'avait dit, pour bien comprendre le 19e siècle, on a la technique de sabote. Pour bien comprendre le 19e siècle, il faut lire Balzac. C'est-à-dire même pour bien comprendre l'histoire, l'économie, il faut lire Balzac. Or, Balzac est un écrivain. Donc finalement, je me suis senti presque autorisé à parler d'histoire parce que finalement, les écrivains sont nécessaires dans l'écriture de l'histoire. Pour ce qui est de l'hybridité, bon, je crois qu'on est tous un peu hybrides. Le très beau préambule de la Constitution de 2011, c'est pas mon ami Al-Slam qui va me contredire, c'est un très beau préambule qui définit l'hybridité des Marocains. Et c'est curieux parce qu'il l'a défini de façon juridique, c'est-à-dire c'est le préambule d'une constitution. Donc la loi dit la vérité. Donc nous sommes hybrides, c'est dans le préambule. Donc bon, après je suis aussi hybride par d'autres côtés. Zmouri par mon père, Soueri, l'école française, très profondément marocain, avec une grand-mère qui parlait Tachlhit. Donc tout ça, c'est passionnant. C'est passionnant. Mon grand message, qui est assez banal, mais quand même, mon grand message, c'est surtout de ne jamais faire de problème à partir de son hybridité. C'est-à-dire accepter toutes ces facettes, comme ça, c'est la meilleure façon de vivre. Maintenant, l'individu, ça découle de tout ça. Parce que quand on regarde l'histoire, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le sujet de l'histoire, contrairement à ce que disait Karl Marx, pour Karl Marx, le sujet de l'histoire, ce sont les classes sociales. C'est les classes sociales qui sont le sujet. Bon, bravo, monsieur Marx. Moi, je pense personnellement que le sujet de l'histoire, c'est toujours l'individu. Et que réellement, Napoléon, à leur niveau, hein, Cyrus, Alexandre, Napoléon, ce sont des individus qui ont façonné l'histoire, mais chacun de nous aussi façonne son histoire. Et c'est au niveau de l'individu que tout se passe. Et une fois, j'ai lu cette phrase dans Simone de Beauvoir. Parfois, on lit une phrase dans un livre et c'est comme si un monde s'ouvre. Et je pense qu'elle n'avait même pas l'idée qu'elle allait tellement influencer quelqu'un. Cette phrase dans un livre de Simone de Beauvoir qui s'appelle La force de l'âge, c'est « Il n'y a que des individus ». Point. Et c'est là que j'ai compris une chose. Quand on parle de nation, c'est une idée. Ce n'est pas une chose, une nation. Quand on parle de groupe, c'est aussi une idée. C'est quelqu'un qui regarde un groupe et qui dit « voici un groupe ». La seule chose qui ne soit pas une idée dans le monde, c'est chacun de nous, qui est unique. Et donc, en réalité, on devrait toujours commencer par l'individu. Dès qu'on parle, on pense à n'importe quel problème. Par la suite, bien sûr, on va parler à ce que,
Anderson appelle les communautés imaginaires, les nations, les choses comme ça, très bien. Mais ce sont des idées. Il n'y a que des individus. Ça, c'est l'alpha et l'oméga de la pensée sociologique, politique, tout ce qu'on veut. Donc voilà, c'est pour ça que, mes chers amis, les trois docteurs, histoire, hybridité, individu, vous avez parfaitement cerné ce que j'essaie de dire et c'est admirable. Et en plus, ce sont mes amis, alors tout va bien. Alors, il nous reste quelques minutes. Questions? Alors, c'est bon? Alors, attendez. Ah oui, oui. Parlez-nous un petit peu de votre nom de famille, parce que Abdallah Laroui a parlé longuement dans un ouvrage Stibana de son nom. Vous êtes Rifan? Je vous signale qu'il y a un petit Laroui là-bas qui s'appelle Jad Laroui. C'est le petit-fils d'Abdallah Laroui, lui là-bas. Et c'est un grand pianiste. Il a remporté le prix Pulitzer de piano. Le petit Jad Laroui. Non, mon oncle, en fait, comme il est très honnête intellectuellement, il commence par dire qu'il n'y a pas de certitude, mais qu'il y a un village, tout le monde le sait, à côté de Nador, qui s'appelle El Haroui. D'ailleurs, l'aéroport de Nador s'appelle l'aéroport Haroui et il y a Jebel Haroui. Donc, l'hypothèse que fait mon oncle, il dit nous sommes des gens d'Azemmour et nous nous appelons l'Haroui. C'est quand même curieux. Alors, il dit, c'était une habitude des sultans, aussi bien saadiens que alaouis, de déplacer des familles entières, de mettre des familles loyales dans des bleds Siba et d'éloigner des familles de Siba. Enfin et donc, il dit, probablement, c'est une famille de cette région-là du Rif qui a été déplacée, ils les ont mis à Azmour. Et donc, quand on a commencé à parler de cette famille, on a dit, ben, c'est l'Haroui, puisqu'ils viennent de l'Haroui. Donc, j'ai peut-être de lointaines origines rifaines, ce qui m'arrange, parce que 80% des rifins à Amsterdam et aux Pays-Bas, des Marocains, sont des rifins. Donc, à chaque fois que je rencontre des Marocains aux Pays-Bas, je dis, je suis rifin, moi aussi. J'ai une tête de rifin. Pas du tout. J'ai pas la mentalité de rifin. Non, je sais, j'ai beaucoup d'amis. Mon meilleur ami, l'un des meilleurs écrivains marocains, mais peu de gens le savent, s'appelle Abdelkader Ben Ali. Mais comme il écrit en néerlandais, on ne le connaît pas. C'est un gars du Rif. Et c'est un gars extrêmement sympathique, intéressant de tous les points de vue. Et c'est l'un des meilleurs écrivains de langue néerlandaise, Abdelkader Ben Ali. Donc je n'ai que des choses positives à dire sur mes compatriotes rifins. Voilà, je crois qu'on arrête parce qu'il y a la technique qui est en train de... Très bien. Eh bien, ici s'achève, malgré la technique, d'échange avec Sil Haroui. Et nous, il y a juste une annonce pour enchaîner. Il y a une annonce de Haroui au stand de l'édition Langage du Sud. Juste maintenant. Encore merci de votre présence. Je t'ai tutoyé tout à l'heure.